Si tu recherches ce qu'on ne t'a jamais raconté à l'école et dans les médias, tu es au bon endroit. Bienvenue sur Grandeur Noire. N'oubliez pas que vous apportez une aide considérable au projet de Grandeur Noire simplement en laissant défiler les publicités. Merci d'avance et bon visionnage. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez au mieux. L'épisode d'aujourd'hui ne sera pas simple pour certains d'entre vous, donc je précise que vous n'êtes pas obligé d'aller au bout de la vidéo et qu'en plus vous n'êtes carrément pas obligé de regarder la vidéo. Ça va demander une certaine prise de recul à certains, tout le monde n'en est pas capable maintenant. Donc ne forcez pas, si vous sentez qu'au fur et à mesure de la vidéo, vous n'êtes pas prêt à ça, vous êtes libre d'arrêter à tout instant. Je précise également que cette vidéo n'est pas là pour faire un procès d'intention, mais pour essayer de comprendre un phénomène qui fait du tort à certains peuples. Et donc le but de comprendre ce phénomène, c'est de le faire cesser. Alors bien évidemment qu'il ne va pas cesser en une vidéo. Par contre, j'apporte très humblement ma pierre au progrès. Alors bienvenue aux nouveaux arrivants qui ne connaissaient pas la chaîne. Ça s'appelle Grandeur Noire parce que le but est de mettre en lumière tous les aspects grandioses de l'Afrique. Alors je valorise les peuples, les cultures, les pays africains, que ce soit sur la chaîne YouTube Grandeur Noire, que ce soit sur l'Instagram Grandeur Noire ou que ce soit sur la maison d'édition Grandeur Noire. Vous pouvez retrouver tout ça en lien dans la barre d'infos. Donc toujours pour les nouveaux arrivants, sachez que la maison d'édition Grandeur Noire propose plusieurs supports éducatifs. Il y a d'abord 2 livres, le conte Walata qui suit une héroïne africaine et le livre My Type of Bad Girl qui présente 42 femmes qui ont existé, qui ont fait preuve d'excellence et qui sont des modèles inspirants. Des déclinaisons du livre My Type of Bad Girl existent, c'est-à-dire le coloriage qui reprend les 42 personnages. Il y a également le puzzle de 200 pièces de la reine Zinga, reine dont le portrait est détaillé dans le livre My Type of Bad Girl. Et enfin, il y a le quiz My Type of Bad Girl sous forme de jeu de cartes. Ça peut se jouer à partir de 2 jusqu'à beaucoup plus et l'idée est de se poser des questions les uns les autres. Le gagnant est celui qui réunit le plus de points. Donc sur chaque carte, il y a le dessin du personnage, la question et 3 réponses possibles. Donc par exemple, la figure de patinage appelée le Bonali consiste en un salto arrière réceptionné sur un pied, un saut écarté réceptionné sur un pied, un tour jeté réceptionné sur un pied. Et donc là, il s'agit de la carte qui concerne Soraya Bonali. Cette carte vaut 3 points vu la difficulté de la question, mais chaque carte a un nombre de points différent. À la fin, on comptabilise le nombre de points sur chaque carte qu'on a gagné et celui ou celle qui a le plus de points remporte la partie. Un documentaire est également en cours. L'introduction à ce documentaire est disponible gratuitement sur YouTube. Il vous suffit d'aller dans la barre d'infos et de cliquer sur le lien intitulé Prologue. Pour finir la mise à jour aux nouveaux arrivants, sachez qu'un PayPal existe pour pouvoir rémunérer mon travail. Donc si en fin de vidéo, elle vous a été utile, vous avez apprécié, n'hésitez pas à aller déposer 1, 2 ou 3 euros parce que c'est véritablement ma seule source de revenus. Sur ce, on peut rentrer dans le vif du sujet. Alors depuis quelques années, on entend de plus en plus le terme syndrome du sauveur blanc, notamment sur les réseaux sociaux. Du coup, on va déjà définir en quoi ça consiste. Ça consiste en une personne blanche qui éprouve le besoin d'aller secourir les autres peuples. Et pourquoi utiliser le mot syndrome puisque c'est un terme médical qui fait référence à une pathologie? Eh bien tout simplement parce que ce qui est perçu par le sauveur blanc n'est pas nécessairement la réalité. On va voir au cours de cette vidéo comment cette fausse perception se construit dans l'esprit du sauveur blanc. Alors selon moi, il existe 4 types de sauveurs blancs, mais je n'ai pas la vérité absolue. Peut-être qu'il y en a moins, peut-être qu'il y en a plus. Si vous reconnaissez d'autres types, eh bien n'hésitez pas à compléter dans les commentaires. Alors chronologiquement, je pense que le premier type de sauveur blanc qui s'est déclaré, ce sont les missionnaires religieux qui ont estimé que les populations non blanches avaient besoin d'être sauvées spirituellement et donc
amenés à Dieu. C'était au temps de l'invasion des Européens en Afrique, en Amérique, en Asie. Du coup, ces missionnaires religieux, qui étaient principalement catholiques, se sont donné la mission, d'où leur nom missionnaire, d'évangéliser, c'est-à-dire de faire connaître la parole de leur Dieu aux populations locales et notamment en Afrique, aux populations africaines. Le deuxième type de sauveurs blancs, toujours selon moi, ce sont des personnes qui ont intégré inconsciemment que les autres peuples sont trop faibles pour s'en sortir tout seuls. Et donc, ces personnes sont dans une démarche très sincère d'aller aider les autres. Elles estiment qu'elles ont les moyens, elles ont les possibilités d'aider les autres et que ces autres n'ont pas les moyens et les possibilités de s'aider tout seuls. On va y revenir plus tard, mais justement, ces personnes sont clairement des victimes d'un conditionnement. Donc, ce ne sont vraiment pas des personnes à attaquer, ce sont des personnes à qui il faut faire comprendre que leur perception est fausse. Et il y aura ce travail pour ces personnes de désapprendre pour réapprendre. Je pense que des 4 types des sauveurs blancs, ce seront les seuls qui sont capables de remise en question parce que ce sont les seuls qui sont sincères dans la démarche de vivre ensemble et dans la démarche de progrès. Le 3e type de sauveurs blancs, je dirais que ce sont les personnes qui se mettent en scène. Donc là, il n'y a pas de sincérité. Ça peut être pour des raisons financières, ça peut être pour des raisons de médiatisation, c'est-à-dire obtenir une attention médiatique. Ça peut être pour une question de réputation. Quelles que soient les raisons, la mise en scène est travaillée. Donc, lorsque ces personnes vont dans un village pour créer un puits et donc apporter de l'eau à ce village, le but n'est pas réellement de secourir ce village de la soif, mais plutôt de montrer une image de soi positive et de se mettre dans le rôle d'un sauveur ou d'une sauveuse. C'est-à-dire que s'il n'y a ni caméra, ni appareil photo, ni aucun moyen de médiatiser l'opération, ces personnes n'iront pas faire ces opérations. Et il est très facile de remarquer ce 3e type de personne qui n'est pas sincère et qui se met en scène, puisque ces personnes ne cessent de médiatiser toutes leurs actions. Il y a un manque d'humilité et il y a un manque d'authenticité. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre montrer le village qui a besoin d'eau, montrer la population et pourquoi pas interviewer la population sur ses besoins pour faire comprendre au public qu'il faudrait peut-être donner 1 euro, 2 euros pour aider ce village, pour créer un puits. Il y a une différence entre ça, c'est-à-dire mettre en scène le village, mettre en scène la population avec des interviews, et se mettre en scène soi au premier plan à chaque fois, sur toutes les photos, sur toutes les vidéos, apparaître dans la posture du sauveur. Ça faisait 28 jours que j'étais en train de filmer la misère, entre guillemets. J'ai filmé avec mon propre téléphone où les gens n'avaient pas d'eau, où je voyais des femmes creuser, où ils étaient en train de creuser, où il restait une flaque d'eau. Et je me suis dit, c'est impossible qu'on laisse ces gens comme ça. Tous les jours, j'achetais des bouteilles d'eau, des milliers de bouteilles d'eau. Hein. Ce n'était pas un sachet d'eau, c'était des milliers de bouteilles d'eau pour ces gens-là. Le maire, je l'appelle, je lui dis, écoute, je suis dans ton village, comme tu le sais bien, il n'y a pas d'eau. Est-ce que tu peux nous aider? Et en tant que maire, on sait très bien que tu peux faire en sorte qu'il y ait de l'eau dans ce village-là. Là, ça a commencé à se passer mal parce qu'il a vu qu'en fait, c'était pas qu'un petit blanc qui était là, mais c'était un influenceur connu. Ces personnes-là, quand bien même elles ne sont pas sincères, elles ne sont pas forcément à attaquer frontalement parce que ce sont des personnes qui souffrent. Que ce soit d'un besoin d'attention irrépressible, que ce soit d'un complexe d'infériorité où il faut absolument se valoriser en se mettant en scène, peu importe ce dont ces personnes-là souffrent, ces personnes ont besoin d'être validées. Donc clairement, ces personnes sont totalement dépendantes du regard des autres et ces personnes ont des choses à régler intérieurement. Donc finalement, ce sont plus des personnes à plaindre, voire même à aider, plutôt qu'à attaquer. Le 4e et dernier type, selon moi, de sauveur blanc, c'est le manipulateur, narcissique, menteur, qui transforme une soi-disant aide humanitaire en ressources financières exponentielle. Plusieurs exemples ont été mis au jour, notamment Bill et Melinda Gates qui se livraient ces dernières années à des
campagnes de vaccination, des campagnes de traitement médical en Afrique, en Inde et dans d'autres endroits où les populations sont en détresse. Et avec l'affaire de l'Artemisia, eh bien, il a été révélé que les intentions de Bill et Melinda Gates n'avaient rien à voir avec l'humanitaire. Pour faire très court, mais je vous mettrai des liens d'émissions qui vont vous permettre d'avoir beaucoup plus d'éléments, beaucoup plus de détails. Bill Gates a tout fait pour faire interdire l'usage de la plante Artemisia qui soigne la malaria pour un coût très très faible, dans le but de proposer un seul traitement à la place qui est le sien et qui vaut beaucoup plus cher. À côté de ça, Bill Gates et sa femme ne cessent de se montrer en Afrique notamment en train d'aider des petits-enfants, des familles dans le désarroi, etc. Là, en plus de la mise en scène, il y a de la perversité puisque contrairement à celui qui se met en scène mais qui apporte véritablement quelque chose dans le village ou dans l'endroit où il va faire une opération, là, non seulement le 4e type de sauveur blanc se met en scène, mais en plus, il n'apporte véritablement rien. Au contraire, il exploite la détresse. Alors dans cette vidéo, je vais surtout traiter le 2e type de sauveur blanc, c'est-à-dire celui qui est sincère, parce que les missionnaires, il y en a qui existent encore, mais très très peu. Ça appartient plutôt au passé, cette histoire d'aller évangéliser, puisque l'évangélisation a déjà eu lieu et a très bien réussi dans énormément de pays, notamment africains. Le 3e type et le 4e type ne m'intéressent pas dans cette vidéo, vu que le but premier n'est pas de secourir les autres. Du coup, concernant le 2e type de sauveur blanc, c'est-à-dire celui qui ressent la nécessité d'aller secourir une population, d'aller apporter son aide, eh bien celui-là, pourquoi est-ce qu'il perçoit que les autres sont dans une situation de faiblesse et que les autres ne peuvent pas se redresser de cette situation sans lui? Pourquoi? Parce que cette personne est conditionnée depuis un très jeune âge. Ce conditionnement est très subtil, mais il est très efficace parce qu'il est intense et prolongé. Alors, on va voir 4 mécanismes de ce conditionnement. Il en existe d'autres, mais je n'aurai pas le temps de tous les développer. Le premier mécanisme est certainement le plus efficace. C'est la publicité. Il n'existe pas une seule publicité d'ONG humanitaire qui ne provoque pas chez l'enfant ou chez la personne qui regarde un sentiment de devoir, un sentiment de responsabilité, voire même qui culpabilise parfois. Alors ces publicités délivrent toujours 2 messages. Premier message, la population visée par le secourisme est toujours montrée en situation de faiblesse pendant des années, tout le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une image équilibrée de ces populations. Ce n'est pas comme si on montre que la détresse est passagère. Ce qu'on montre dans ces publicités, c'est que la détresse est installée depuis très longtemps et pour longtemps. Et donc que si on ne s'en occupe pas, ça ne va pas progresser. Le 2e message, c'est que la personne qui est visée par ce message, qui est donc blanche, c'est la cible prioritaire de ces messages. La personne blanche, elle, est toujours montrée dans une situation où elle se porte bien par rapport aux autres qui sont montrés dans la détresse et dans une situation où l'effort demandé est complètement dérisoire par rapport à ce que la personne peut véritablement faire. Exemple en image. Alors cette publicité est diffusée par une ONG internationale et ce qu'elle nous dit, c'est qu'un enfant sur 7 n'a pas de quoi manger tous les jours. Suite à cela, il nous est dit que ça ne coûte que 80 centimes de dollars américains de nourrir un enfant affamé. 1 in 7 children does not have enough food to lead a healthy and active life. Déjà, ce qu'on peut faire remarquer dès le début de la vidéo, c'est la voix enfantine. Et les dessins aussi qui sont enfantins. On a choisi des dessins plutôt que la vidéo d'une vraie famille ou de vrais enfants qui sont affamés. Donc on peut se dire que c'est destiné à un public très jeune. Ensuite, une application est présentée. Cette application permet de payer 80 centimes à l'ONG en question et donc de pouvoir nourrir des enfants. Et là, on nous montre les enfants qui sont dans le besoin dans le monde et on remarque qu'il y a 2 enfants situés sur la carte de l'Afrique et un enfant situé en Orient. Mais en tout cas, il n'y a pas d'enfants aux États-Unis, en Australie ou en Europe. C'est toujours dans les mêmes zones de la planète que la famine est montrée du doigt. Alors qu'on sait très bien qu'il y a des gens qui souffrent de la faim partout dans le monde, notamment en Occident, donc en Europe, aux États-Unis ou en Australie. Et donc ce problème-là, on ne le montre jamais dans ce genre de message. C'est toujours les mêmes zones qui sont ciblées, qui sont
stigmatisés. Donc ensuite, on nous montre l'utilisation de l'application qui se veut très simple et on montre des situations où le public qui est visé par cette publicité, le public qui est occidental, il est dans une posture où il est mieux que ses enfants qui ont faim. Donc on voit des amis qui sont autour d'une table et qui boivent un verre. On voit un couple devant une immense télévision avec du popcorn. Donc ce sont à chaque fois des situations où les gens ont les moyens, où ils sont heureux et donc ça ne leur coûte pas grand-chose de faire l'effort de participer au fait que la faim dans le monde cesse. Et donc, à travers cette application, c'est quelque chose qui ne leur coûte pas grand-chose. L'enfant qui regarde ça se dit « Moi, je peux faire une différence, je peux faire quelque chose, je peux sauver quelqu'un, j'en ai le pouvoir. » Et on remarque que les personnages qui peuvent aider, eh bien, leurs mains sont blanches. La main qui tient l'application qui permet de payer 80 centimes, c'est une main blanche. Les personnages qui sont montrés, que ce soit ceux devant la télé ou ceux qui sont autour d'un verre, ce sont des personnes blanches. Donc, encore une fois, les personnes qui sont dans une situation meilleure que les affamés, ce sont des personnes qui sont en Occident, sur la carte de la planète, et en tout cas, ce sont des personnes qui ont la couleur de peau blanche. Alors ensuite, on passe à une petite présentation de l'ONG pour dire ce qu'elle fait. Donc, elle nourrit les enfants dans le monde. Et on voit où elle travaille, cette ONG. Et là, on remarque que l'Afrique est complètement ciblée. Nécessairement pour la personne qui regarde ça, notamment si elle est très jeune, il va se construire dans l'esprit l'association Famine Afrique. Parce qu'il y a un seul point de localisation en Orient, quand il y en a je ne sais combien en Afrique. Donc, l'Afrique est complètement stigmatisée par cette histoire de famine. En France, des gens meurent de faim. En Angleterre, en Espagne, en Italie, en Europe, aux États-Unis, les gens, il y en a qui meurent de faim. Il y a des gens qui font les poubelles des supermarchés en France pour pouvoir nourrir leurs enfants. Et si les gilets jaunes ont tenu pendant des mois, voire même plus d'une année, à devoir manifester, même dans le froid de l'hiver, c'est bien parce que ce sont des gens qui ne mangent pas à leur faim, qui ne s'en sortent pas correctement. Donc, quand on stigmatise l'Afrique, c'est un mensonge. Parce que ce problème, il existe chez les personnes qui dénoncent ce problème, à savoir en Occident. Ensuite, l'application culpabilise une fois pour toutes la personne qui regarde, puisque ce qu'il est dit, c'est qu'il y a 21 fois plus d'utilisateurs de smartphones que d'enfants qui ont faim. Donc, si toutes les personnes qui utilisaient leur smartphone télécharger l'application et payer 80 centimes, eh bien ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il n'y aurait plus aucun enfant qui aurait faim dans le monde. Là où c'est culpabilisant, c'est que nécessairement, la personne qui refuse de le faire, eh bien ça veut dire qu'elle refuse de résoudre le problème de la faim dans le monde. Donc en tout cas, dans un esprit enfantin, parce que cette publicité, je le répète, est destinée aux enfants en priorité, eh bien dans l'esprit d'un enfant, il va culpabiliser, il va vouloir faire quelque chose, il va vouloir agir, il va demander l'autorisation à ses parents de pouvoir donner 80 centimes. Sauf que cette publicité, elle comptabilise 129 millions de vues. Ça veut dire que 80 centimes multipliés par 129 millions de vues, on est déjà à 103 millions de dollars de collecte. Imagine the impact you and your friends can have. Pour bien finir de persuader l'enfant, eh bien, on lui dit « Imagine l'impact que toi et tes camarades, vous pouvez avoir sur la faim dans le monde. » Donc là encore, on voit que dans le vocabulaire, on s'adresse à des enfants, puisque si c'est à des adultes, on ne va pas dire « Imagine ce que toi et tes copains, vous pouvez faire comme changement. » On ne va pas parler de toi et tes copains quand on s'adresse à des adultes. Donc que ce soit la musique, que ce soit les personnages, que ce soit la voix enfantine ou que ce soit le vocabulaire utilisé, clairement, cette publicité s'adresse à de jeunes enfants, plus particulièrement de jeunes enfants blancs qui vivent en Occident et qui vont être persuadés publicité après publicité que la faim dans le monde, c'est uniquement en Afrique, c'est uniquement dans les pays en Orient ravagés par la guerre, c'est uniquement en Inde, c'est uniquement au Brésil. Donc bref, c'est à l'extérieur de son environnement. Donc plutôt que cet individu, donc cet enfant, finalement puisse agir dans son propre environnement, on va le persuader propagande après propagande que son aide est nécessaire, mais ailleurs, pas chez lui, chez les autres. Pourquoi? Parce que lui est dans une meilleure posture. Lui, il va avec ses amis boire des verres. Lui, il a un écran géant chez lui pour regarder la télévision. Lui, il a un smartphone, donc une application et 80 centimes, c'est rien du tout. Donc voilà un peu les messages qui sont intégrés
dans les esprits des enfants depuis très jeunes. Donc, s'ils finissent par grandir persuadés que leur aide est nécessaire, que les autres sont faibles, plus faibles, et que les autres ont besoin de son aide, ce n'est pas de sa faute. C'est un conditionnement. Et pour finir, on voit que les deux mains qui s'associent pour pouvoir faire cette action de cesser la faim dans le monde, qui devient même un cœur, donc qui propage l'amour, eh bien ce sont deux mains blanches, deux mains claires de peau. En tout cas, il n'y a pas de main noire. Implicitement, ça veut dire que les gens qui peuvent participer au progrès, les gens qui peuvent apporter un changement, une amélioration, ce sont des personnes blanches. Premier problème, c'est qu'on fait croire à des enfants qu'il suffit de 80 centimes pour arrêter la faim dans le monde entier. Là, le terme qui est employé, c'est monde entier. Donc déjà, on est dans une exagération extrême. L'enfant qui n'a pas de discernement, qui n'a pas de recul et qui absorbe tout comme étant vérité, va vraiment croire qu'il est en mesure de régler les problèmes du monde entier, alors que lui appartient à un seul pays ou à une seule communauté. Deuxième chose, c'est que 80 centimes, c'est une très petite somme, exprès parce que c'est accessible à un enfant. D'autre part, ce que ça montre aussi, ces 80 centimes, c'est qu'en fait, c'est dérisoire, tout le monde peut le faire. Vous pouvez le faire derrière l'écran. Cet enfant peut le faire derrière son écran. D'ailleurs, c'est pour ça que le terme « il suffit de », ça veut dire que c'est très facile. Et que si la personne ne le fait pas, c'est qu'elle ne veut pas le faire et non pas qu'elle ne peut pas le faire. Donc déjà, c'est très insidieux. Alors, vous allez penser que je suis parano, mais je vous assure que votre cerveau, il intègre ça. Image après image, publicité après publicité, année après année. Et au final, inconsciemment, les personnes blanches vont véritablement être convaincues, être persuadées, être conditionnées. Donc clairement, l'Afrique est stigmatisée dans cette publicité comme dans la plupart des publicités humanitaires. L'Afrique est stigmatisée comme l'endroit du monde qui a le plus besoin d'être secouru. Lorsqu'on voit ces images passer, la publicité elle dure moins de 2 minutes. On regarde une traite, on ne fait pas attention à tout ça, on ne décrypte pas tout ça. Par contre, notre cerveau, il comprend tout ça et je vous assure qu'il décrypte tout ça. Et ce qu'il a décrypté, il le met dans un petit recoin et ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule avec d'autres informations subliminales qui sont reçues tout le temps. Au final, ça fait un sacré petit recoin dans le cerveau qui est rempli de clichés, d'a priori, d'idées erronées, de fausses croyances et qui va conditionner l'individu à penser inconsciemment qu'il a la responsabilité d'aller sauver les autres et que les autres ont besoin de lui et ne peuvent pas s'en sortir sans lui. Il s'agit d'une propagande parce que ceci est une déformation de la réalité. On ne donne qu'une seule facette de la vérité. Et au-delà d'une seule facette, on ne montre que la fin d'un processus. C'est-à-dire, on montre le peuple en question en état de famine, mais on ne montre pas comment ce peuple a été réduit à la famine. Pourquoi il en est arrivé non seulement à souffrir de la famine, mais en plus à ne pas pouvoir s'en sortir par lui-même. Les causes de tout ça ne sont jamais abordées. Et donc malheureusement, beaucoup de sauveurs blancs vont rester à un niveau très superficiel de « il y a un problème, il faut que j'aille résoudre le problème ». Mais ces personnes ne remontent jamais à la cause du problème, à la racine du problème. Et donc leur aide est très peu utile puisque tant que la cause n'est pas résolue, ce problème va continuer. Donc ça fait des générations que des sauveurs blancs vont en Afrique, vont en Inde, vont en Amérique du Sud, mais que les problèmes ne sont jamais résolus. Ils sont là, ils continuent, parfois même ils empirent. Pourquoi ? Parce que la cause du problème n'est pas traitée. Et très souvent, cette cause, on va le voir plus tard, ce n'est pas au niveau de l'Afrique ou de l'Inde ou de l'Amérique du Sud qu'il faut le régler. C'est au niveau du pays même d'où vient le sauveur blanc. Pour en revenir à la publicité, il n'y a pas que les ONG humanitaires qui diffusent des propagandes. Celles des ONG sont spécialisées dans le fait de culpabiliser, dans le fait de faire croire qu'il y a un besoin extrême et dans le fait de conditionner les uns à se sentir absolument nécessaires aux autres. Mais il y a un autre type de publicité qui là conditionne le cerveau des personnes blanches à se penser au-dessus des autres, meilleurs que les autres. Encore une fois, ce sont des publicités qui sont très subtiles. Donc, je vous mets un exemple en image.
C'est une photo que moi-même j'ai prise dans le métro parisien et que j'ai croisée vraiment plusieurs fois. C'est un véritable matraquage puisqu'il n'y avait pas un seul jour où je ne prenais pas les transports en commun à Paris et où je ne croisais pas cette publicité. Et à chaque fois, c'était la même configuration. Pourtant, il y avait différents types d'images que j'ai croisées, mais la configuration là était la même. Ce placement n'est pas du tout anodin, c'est-à-dire que d'un côté, on a une femme blanche qui est associée au mot majesté et le mot majesté est mis en valeur en rouge de façon à vraiment capter l'attention. De l'autre côté, juste en face, on a un homme noir où cette fois-ci, le mot accusé est mis en valeur en rouge. Et comme si le mot accusé ne suffisait pas, eh bien on a mis cet homme noir en situation d'arrestation, donc dans une situation de criminalité. Quand bien même, au final, il s'agit d'un innocent, il n'est pas montré sous les traits d'un innocent, il est montré sous les traits d'un criminel, c'est-à-dire pendant la séance de photos d'identification. Et le fait de mettre ces deux images en parallèle, ces deux mots accusés, majesté en parallèle, c'est une mise en scène pour que nos cerveaux associent la personne blanche à la royauté, à la majesté, à ce qu'il y a de positif, d'élégant, de riche et de prestigieux. Et par contre, on va associer l'homme noir à ce qui est dangereux, ce qui fait peur, ce qui est néfaste et forcément à l'échec. Et le fait d'accoler ces deux personnages et ces deux situations ensemble, c'est vraiment pour marquer une supériorité de l'un sur l'autre. Je ne suis pas en train de chercher des messages cachés qui n'existent pas. Je suis en train de décrypter ce que nos cerveaux interprètent et encore une fois, ça va venir dans ce même petit recoin au fond du cerveau, s'apposer et s'accumuler. Et publicité après publicité, ONG après ONG, les personnes blanches, depuis petites en passant par leur adolescence, elles vont arriver à l'âge adulte convaincus inconsciemment d'être supérieurs aux autres et donc d'être en mesure d'aider les autres. Alors, je vous propose un autre exemple de publicité qui est une fois de plus subtil et subliminal. Cette fois-ci, je suis passée devant ce portrait en dernier, c'est-à-dire que c'était une publicité où il y avait plusieurs portraits. Donc, je suis passée devant un premier portrait, c'était une personne blanche, un deuxième portrait, c'était une personne arabe et le dernier portrait que j'ai croisé, c'est cette personne noire qui était associé au mot obscur, comme par hasard. Les autres phrases pour les autres personnages n'avaient rien à voir, il n'y avait pas de concept de luminosité, de couleur. Là, on arrive devant une personne qui est noire et comme par hasard, il y a le mot obscur qui est associé à son projet en fait. Ce n'est pas anodin. L'individu noir sera associé à ce qui est obscur, ténébreux, ce qui ne fonctionne pas, ce qui fait peur. Ce n'est pas innocent. Donc une personne blanche qui est exposée tous les jours à ce type de message qui pénètre son cerveau, même s'il a l'impression de ne pas faire attention. Ça pénètre son cerveau avec le message que les personnes noires sont des personnes en difficulté, en situation d'échec, en situation ténébreuse, en situation obscure. Eh bien, cette personne va finir par être conditionnée dans le fait de penser que les personnes noires ne peuvent pas s'en sortir seules, les personnes noires ont particulièrement besoin de son aide. Autre exemple de publicité humanitaire, cette fois-ci, ça se passe à Madagascar. On nous montre, comme je vous disais tout à l'heure, une situation sans aborder les causes. À savoir que c'est bien beau de montrer la sécheresse dans certaines parties du globe, sauf que ce changement climatique, il n'est pas précisé que ce sont certaines personnes dans certains endroits du globe qui, de par leur comportement polluant et destructeur de l'environnement, provoquent ces changements climatiques à l'autre bout de la planète. C'est l'effet papillon. On fait quelque chose chez soi, il y a des répercussions à l'autre bout du monde. Donc en réalité, aller apporter quelques bouteilles d'eau ou quelques sacs de riz à ces familles, ça ne va pas résoudre la sécheresse. Et là où cette publicité est une propagande, c'est qu'on fait dire à ces familles, notamment à cette femme qui témoigne, que sa seule chance de survie doit venir de l'étranger. Donc, elle considère que ni elle, ni le reste de sa famille, ni le reste de son peuple ne peuvent s'en sortir tout seuls. Sauf qu'elle n'est pas née avec cette croyance a été insérée
dans son esprit. On verra tout à l'heure comment. Et voilà le clou de la publicité, c'est le fondateur de cette ONG qui se présente en sauveur. Et il y a une mise en scène de domination, c'est-à-dire que lui est blanc, est au premier plan, les autres sont foncés de peau, ils sont en arrière-plan. Lui est blanc, il est debout, les autres sont foncés de peau, ils sont assis. C'est-à-dire dans une position inférieure par rapport à lui. Il domine l'écran. Et là où vous allez voir que c'est une véritable mise en scène, c'est que les personnes qui sont là assises n'ont pas le droit de circuler, de bouger normalement. C'est-à-dire qu'il y a une jeune femme qui se lève spontanément pour aller voir ou faire quelque chose et hop, elle est recadrée immédiatement. Il est exigé qu'elle se rassoie. Encore une fois, c'est une publicité qui amène à penser que certains types de populations ont besoin d'aide et qu'un seul type de population peut les aider. Alors le deuxième mécanisme de conditionnement, il s'agit de l'école et des médias. Je ne vais pas rentrer en détail dans celui-là. Si vous voulez les détails, allez voir ma vidéo « L'importance de notre représentation ». Pour aujourd'hui, je vais juste vous dire ce que vous savez déjà, c'est-à-dire que une personne blanche qui évolue en Occident aura dans son système scolaire, aura à la télévision, aura dans les magazines essentiellement des références blanches, notamment des références de réussite, d'excellence, de richesse et de beauté. Jusqu'à très récemment, des savants chinois ou africains ou amérindiens n'étaient jamais présentés. À l'école, lorsqu'on parle d'exploration, de grandes découvertes, d'inventions, ce sont des personnages blancs et majoritairement masculins qui sont présentés. On aura Christophe Colomb, on aura Einstein, on aura Jules César, on aura Steve Jobs. Et ça, c'est mettre des œillères aux enfants blancs qui du coup ne voient qu'une seule couleur de réussite, qu'une seule couleur pour l'excellence et qui n'imaginent pas, puisque ça ne leur est jamais présenté, que les autres populations peuvent être aussi douées, aussi intelligentes, aussi excellentes. Donc voilà, l'absence de diversité à l'école et dans les médias, eh bien ça crée chez les enfants blancs l'idée qu'ils sont meilleurs que les autres et qu'ils ont mieux que les autres dans leur pays, dans leur nation, dans leur culture. Le troisième mécanisme de conditionnement, ce sont certains lieux qui glorifient la supériorité de la civilisation blanche sur les autres civilisations. Je vais prendre un seul exemple par manque de temps, celui de la maison de recel qu'on appelle le musée du Quai Branly. Les États colons sont allés envahir, piller, agresser et ils ont ramené des preuves de leur victoire. Donc déjà, l'endroit en lui-même est très malsain avec ce genre d'intention qui se transforme en énergie. L'idée que transmet ce musée aux personnes blanches, c'est de normaliser le fait d'aller chez les autres faire ce qu'on veut. C'est tellement normal qu'on l'étale à la vue de tous, on l'institutionnalise. Ça, c'est un trône du royaume du Dahomey. Regardez, nous avons certaines de leurs armes. Regardez, nous avons pris quelques morceaux de leurs murs préhistoriques. Donc, en France, les grottes de Lascaux, on ne peut même pas y entrer parce qu'il faut les protéger. Mais au musée du Quai Branly, il y a de véritables morceaux de murs où des hommes préhistoriques africains ont fait des dessins. Ce ne sont pas de reproductions, ce sont des originaux qui ont été prélevés en Afrique. Ça ne pose de problème à personne. Et depuis le temps que ces objets ont été volés à l'Afrique, aucun homme d'État français n'a jugé légitime le fait de rendre à des populations ce qui leur appartient. Si le Bénin ou le Gabon possédait le trône de Napoléon ou le trône de Louis XIV ou le trône de Louis XVI, je peux vous assurer que les Français auraient tout fait pour rapatrier ce trône et que les Français se seraient réclamé le droit d'exiger ce trône. Mais dans le sens inverse, ça ne dérange absolument pas les pilleurs et leurs descendants. Pourquoi? Parce que ça a été normalisé dans l'idée que, comme certains sont supérieurs aux autres, eh bien, ils sont dans une meilleure position pour pouvoir conserver ça en bon état. Et c'est d'ailleurs l'argument qui revient très souvent de dire que la France ou les pays européens ont les moyens et les espaces
pour pouvoir entreposer ça en toute sécurité. Alors que si on les redonne aux pays africains, ça va être dégradé, ce ne sera pas conservé correctement dans les normes et donc ça va finir par disparaître très rapidement. Monsieur le ministre, la restitution des biens culturels au Bénin et au Sénégal me pose quelques questions que je souhaite partager avec vous. Ce qui appartient aux collections nationales appartient aux Français. Enfin, au niveau sécuritaire, les conditions d'accueil de ces pays d'Afrique subsaharienne ne paraissent pas optimales. A-t-on des contreparties là-dessus et des réponses à ces questions? Je vous remercie. Indirectement, ça décrédibilise l'intelligence et les moyens africains. Enfin, le quatrième mécanisme de conditionnement, selon moi, il s'agit des mensonges d'État, c'est-à-dire les mensonges qui sont institutionnalisés. On ment aux personnes blanches sur leur origine. Ça fait au minimum un siècle, donc 100 ans, qu'il est connu et qu'il est compris que les personnes blanches ont une ascendance africaine, même très éloignée. Et ça, c'est quelque chose qui est caché depuis très longtemps et qui commence à pointer un petit peu, mais très timidement. Pourquoi? Parce qu'il est nécessaire de continuer à séparer la population africaine de la population blanche, de façon à ce qu'on puisse toujours jouer sur cette supériorité-infériorité. Les États mentent également aux populations blanches concernant leurs accomplissements. Beaucoup de découvertes, d'inventions et d'exploits sont attribués à des personnes blanches, alors que c'est faux. Par exemple, on attribue des découvertes astronomiques à Copernic et à Galilée, alors que c'est faux. Ce sont des découvertes qui sont africaines. On attribue des théorèmes mathématiques à des savants grecs blancs, alors que c'est faux. Ce sont des théorèmes africains. On attribue les personnages de la Bible à des populations blanches ou sémites, alors que c'est faux. Tout ça a été transformé et en réalité, l'origine de la Bible est africaine. On attribue des richesses aux pays occidentaux alors que c'est faux. Leur richesse vient de l'Afrique. D'ailleurs, c'est depuis que ces pays occidentaux ne peuvent plus exploiter les populations africaines gratuitement que ces pays se sont endettés et sont en plein déclin. Si la France, par exemple, était restée avec son blé pour faire du pain et son raisin pour faire du vin, jamais elle ne serait devenue une puissance mondiale. Clairement, c'est l'or qu'elle pille un peu partout et aujourd'hui en Guyane. C'est le pétrole qu'elle prélève en Afrique. Ce sont les diamants, le manganèse, le fer, le cuivre, le caoutchouc. C'est tout ça qui a permis à la France de s'enrichir et d'être actuellement dans un rang très élevé parmi les puissances mondiales. Et c'est pareil pour l'Angleterre, pour l'Allemagne, pour l'Espagne, pour l'Italie, pour tous les pays qui ont participé à la mise en esclavage des peuples africains et à leur pillage. On ne raconte pas cette version de l'histoire aux populations blanches, de la même façon qu'on ne leur explique pas en quoi le franc CFA pille encore 15 pays africains. Allez voir ma vidéo sur le franc CFA, tout est expliqué. En tous les cas, les populations blanches n'ont pas cette version de l'histoire et se pensent riches par elles-mêmes. Alors qu'en réalité, la plupart de leurs pays ne possèdent pas de ressources qui permettent de s'enrichir ou même qui permettent de développer les technologies actuelles qui sont utilisées par ces populations. Donc finalement, le fait que les personnes blanches ne sachent pas que les richesses qu'elles possèdent ne viennent pas de chez elles, ne sont pas dues à leur travail et à leurs efforts, le fait qu'elles ne sachent pas que leur religion a une origine africaine, le fait qu'elles ne sachent pas que leur propre identité a une origine même très lointaine africaine. Le fait qu'elles ne sachent pas qu'énormément d'exploits, de découvertes, d'inventions, de prouesses qui leur sont attribuées sont en fait des exploits et des inventions et des prouesses africaines, eh bien tout ça plonge ces personnes dans la croyance totalement fausse qu'elles ont beaucoup et qu'elles sont en meilleure position que les autres peuples. Et ce sont ces 4 mécanismes qui conditionnent, comme je vous ai dit, dans un coin du cerveau, la personne blanche à se penser inconsciemment dans une meilleure position que les autres et donc dans une position qui permet de secourir les autres. Et donc, ça paraîtra normal pour ces personnes d'arriver dans un pays et d'imposer leur vision, leur fonctionnement, ce qu'on appelle l'impérialisme. Il semblera également normal à ces personnes d'intervenir tout le temps au sein de la politique ou de l'économie ou du médical ou de tous les socles de la société
des pays africains. Et c'est ce qu'on appelle le paternalisme, le fait de se conduire comme un parent qui s'adresse à son enfant et qui pense savoir ce qu'il faut de mieux pour son enfant. Du coup, l'impérialisme et le paternalisme vont empêcher ces personnes blanches, mais encore une fois, c'est inconscient, de s'adapter aux autres, de respecter la diversité, c'est-à-dire que des personnes sur Terre peuvent penser différemment et fonctionner différemment, sans que ce soit mal pour autant. C'est-à-dire que ne pas construire des grands bâtiments en hauteur et des villes en ciment sans végétation, ce n'est pas forcément être arriéré. C'est-à-dire que ne pas utiliser de médications chimiques à base de molécules transformées, mais préférer les plantes, ce n'est pas forcément être sous-développé. Ne pas avoir des cheveux lisses ou un teint clair, ce n'est pas forcément laid. Donc voilà, à cause de ces œillères, à cause d'une absence de diversité qui ne leur a pas été présentée tout au long de leur construction psychique, eh bien, beaucoup de personnes blanches, sans s'en rendre compte, vont être incapables de respecter la différence et de s'adapter à la différence. Et l'une des conséquences justement sur les populations blanches, en dehors du fait d'être incapables de s'adapter à la différence et de la respecter, c'est ce besoin qui a été créé de toutes pièces d'aller secourir les autres. C'est-à-dire que ces personnes ont été tellement conditionnées qu'elles sont incapables d'avoir le recul de se rendre compte qu'il y a exactement les mêmes besoins chez elles, parfois même dans leur propre quartier, en tous les cas dans leur ville. Donc une personne blanche va prendre un train, puis un billet d'avion, puis un hôtel pour aller sauver quelqu'un au Malawi, alors qu'en allant prendre son train, elle a croisé quelqu'un qui n'a pas de domicile, quelqu'un qui n'a pas de quoi manger et quelqu'un qui peut des fois même mourir pendant l'hiver. Voilà ce qu'on appelle un syndrome. C'est l'incapacité à voir ce qui se passe chez soi et le fait de penser que c'est chez les autres qu'il y a pire. Il y a des enfants en France qui ne sont pas scolarisés par manque de place ou alors parce que ce sont des personnes qui sont en échec scolaire et qui ont abandonné l'école à des âges très jeunes. Et pourtant, c'est en Afrique qu'on va construire des écoles. C'est en Afrique qu'on va faire des campagnes de scolarisation. Et je ne vais pas énumérer tous les cas de misère, de grande précarité qui existent en France. Alors, s'il y a des personnes à aider, commençons au plus proche de nous. Commençons par notre voisin, par notre quartier, par notre ville, par notre pays, par notre continent, avant d'aller secourir le reste du monde. Mais ça, il faut en prendre conscience. Alors, ce comportement d'aller secourir les autres avant même de se secourir soi-même dans son pays, c'est une des conséquences sur les populations blanches. Maintenant, il y a également des conséquences sur les populations africaines. Je vais parler des Africains puisque je suis directement concernée, mais sachez que ce ne sont pas uniquement les populations africaines concernées, mais toutes les populations en contact avec les sauveurs blancs. Eh bien, la première conséquence, c'est que le fait d'être infantilisé, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut que quelqu'un décide pour nous, agisse pour nous, fasse les choses à notre place, ça empêche les populations africaines de réfléchir par elles-mêmes, d'agir par elles-mêmes. Elles n'en ont juste pas le temps. Une catastrophe arrive, ça y est, il y a 5 hélicoptères qui balancent du riz. Elles n'ont même pas le temps de réfléchir à des solutions, de mettre en pratique des solutions, que déjà, il y a énormément de personnes extérieures qui se précipitent, accompagnées de caméras le plus souvent, bien sûr. Et donc, à force de ne pas avoir l'opportunité de réfléchir par soi-même à des solutions, de les rechercher et surtout de les mettre en place, eh bien, on donne l'habitude à ces populations qu'on secourt de compter sur une aide extérieure et de devenir complètement dépendant, complètement assisté. Donc, quand après 15 catastrophes, ces populations ont reçu de l'aide à chaque fois, maintenant, dès qu'une catastrophe arrive, elles attendent l'aide. Elles n'essayent même pas de s'en sortir. Et à force, de façon inconsciente, les générations qui arrivent et qui observent ça se pensent incapables. Puisque si vos parents ne trouvent pas des solutions et qu'ils s'en remettent et qu'ils attendent l'aide extérieure au lieu d'essayer d'agir déjà, c'est que vos parents ne sont pas capables de s'en sortir seuls. Si vos parents qui sont des adultes et qui sont là sur Terre avant vous ne sont pas capables, pourquoi vous seriez capable? Donc ça nourrit, ça développe une impuissance acquise. Ce qu'on appelle une impuissance acquise, c'est le fait d'être convaincu
qu'on ne peut pas. L'exemple qui est en général employé, c'est un escalator. C'est ça l'impuissance acquise. C'est le fait de se croire incapable de grimper les escaliers sans l'escalator. L'impuissance acquise, l'assistanat, la dépendance, la fainéantise, tout ça, ce sont des comportements qui sont provoqués, qui sont amenés par l'aide extérieure. Donc finalement, le comportement génération après génération, le comportement des peuples africains est transformé. Donc sur le court terme, cette aide, elle sert peut-être que ça nourrit 10 familles d'amener du riz, mais sur le long terme, ça provoque des dégâts psychologiques et comportementaux. D'autant que très souvent, l'aide extérieure, étant donné qu'elle est empreinte de paternalisme et d'impérialisme, c'est-à-dire le fait d'apporter et d'imposer sa façon de faire, eh bien ça va apporter des solutions qui ne sont pas adaptées. Et encore une fois, sur le long terme, ça va provoquer plus de dégâts que de bienfaits. Par exemple, l'alimentation. Lorsqu'on va amener des aliments transformés auxquels ne sont pas habituées les populations locales, eh bien, des maladies peuvent apparaître à long terme parce que l'organisme n'est pas habitué à ingérer ça depuis petit. Nous sommes habitués à ingérer des choses transformées, des choses empoisonnées. Notre organisme s'est adapté. Mais quand on arrive avec des boîtes de conserve, alors que les gens, ils ont toujours consommé les produits de l'agriculture saine, des produits non transformés, eh bien ça va détruire leur système. Ça ne va pas le détruire immédiatement. Donc oui, sur le moment, la personne, elle sera contente de sa boîte de conserve, elle va manger, elle n'aura plus faim pendant 10 jours, pendant un mois, pendant un an. Mais 5 ans après, 10 ans après, cette personne va mourir prématurément, ou cette personne aura des maladies, ou cette personne aura du mal à procréer. Encore une fois, c'est l'effet papillon. On arrive, on modifie quelque chose sur place et il y a des conséquences énormes sur le long terme. Donc ça, c'est l'exemple de l'alimentation. Il peut y avoir l'exemple de la construction aussi. On vient, on construit des logements ou des écoles, sauf que ce n'est pas adapté au climat. Il fait chaud. Donc, quand on arrive avec du ciment et qu'en plus, comme on ne s'y connaît pas, eh bien, on ne va pas orienter le bâtiment en fonction du vent. On va avoir des bâtiments qui retiennent la chaleur. Sauf que ce sera dans des endroits qui ne seront pas forcément raccordés à l'électricité. Donc, il n'y aura pas de climatisation, il n'y aura pas de ventilateur. Et les enfants, si on a construit une école, seront plongés dans des conditions de chaleur extrême et ne pourront pas se concentrer. Donc, ces bâtiments ne permettront pas une scolarisation efficace. Alors, je semble aller loin dans mes analyses, mais je parle de mon vécu. En Guyane, il existe énormément de bâtiments scolaires, primaires, collèges, lycées, qui sont très mal adaptés à notre climat, donc qui gardent la chaleur, qui ont des persiennes qui s'ouvrent à peine, donc le vent ne passe pas. Et quand bien même ce sont des fenêtres où l'air pourrait passer, le bâtiment n'est pas orienté pour laisser passer le vent. Donc je vous le dis en tant qu'ancien professeur qui a été dans des classes caniculaires avec des enfants complètement abrutis par la chaleur, je vous le dis, c'est très important de pouvoir construire de façon adaptée. Sinon, on rajoute un problème supplémentaire. Puisque quand on va demander à construire d'autres écoles mieux adaptées où les élèves seront dans de meilleures conditions, cette demande va être refusée puisqu'on va considérer qu'il y a déjà des écoles construites par les ONG, sauf que ces écoles ne permettent pas d'étudier dans de bonnes conditions. Et pour rester sur le thème de la scolarité, c'est pareil, énormément de bénévoles se permettent d'aller enseigner, alors que bon, ils n'ont pas forcément reçu de formation pour enseigner. Mais beaucoup de bénévoles s'improvisent professeurs de français, professeurs de mathématiques, professeurs d'histoire-géographie, sauf que ces personnes blanches arrivent avec des paradigmes qui ne correspondent pas aux populations locales, à l'environnement local. Donc ces personnes vont venir apprendre déjà des langues qui ne sont pas des langues africaines, mais en plus elles vont apprendre l'alphabet à des Africains avec des fraises,
des poires, des loups, des ours et tout un tas de choses qui n'existent pas dans l'environnement de l'enfant africain. Ces personnes vont venir apprendre des contes avec des personnages comme le Père Noël, qui vivent dans le froid au pôle Nord. C'est bien de s'ouvrir à la culture des autres, mais il faudrait peut-être déjà connaître la sienne et maîtriser la sienne. Sauf que quand on a des bénévoles qui viennent enseigner depuis la maternelle jusqu'au collège à des enfants qui n'ont absolument aucun autre moyen d'instruction, qui n'ont peut-être même parfois pas accès à Internet pour avoir d'autres champs de vision, eh bien quand on vient leur enseigner Hansel et Gretel, Blanche-Neige et tout plein d'imaginaires et d'univers qui ne correspondent pas à leur réalité, soit ça provoque un sentiment d'infériorité, soit ça provoque un désintérêt de l'élève parce qu'il ne se reconnaît nulle part et donc il va décrocher au bout d'un moment. Soit ça provoque l'effet inverse, l'enfant est fasciné, il va idéaliser l'extérieur. Et au lieu d'apprendre à travailler pour son pays, il va vouloir rejoindre l'extérieur le plus vite possible. Donc c'est la fuite des cerveaux, il va partir pour se former ailleurs et finalement il va servir d'autres pays que le sien. Et c'est ainsi qu'on a une quantité énorme de savants africains qui travaillent au profit des autres nations. Je peux vous assurer que vous ne vous doutez pas du nombre d'Africains qui ont changé l'histoire de la NASA. Et je ne parle pas d'Afro-Américains, je parle d'Africains. Des personnes issues de l'Afrique, qui sont nées en Afrique, qui ont grandi en Afrique, mais qui sont allées se former aux États-Unis ou ailleurs et qui, au bout d'un moment, ont fini par servir la NASA. Et la NASA, c'est un exemple. C'est le cas dans énormément de domaines partout dans le monde, notamment dans le médical. Donc bien évidemment qu'il existe d'autres raisons à la fuite des cerveaux, notamment un manque de moyens sur place, mais le fait d'avoir une instruction qui ne respecte pas le paradigme des Africains, ça aussi, ça joue énormément. Alors la fuite des cerveaux, c'est une chose, la fuite des capitaux, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à force que des étrangers viennent s'installer économiquement pour soi-disant sauver les Africains, il faut câbler les Africains à Internet, il faut câbler les Africains à l'électricité, il faut leur construire des routes, d'accord. Sauf qu'à chaque fois que les compagnies sont étrangères, les fonds qui sont investis dans ça repartent du pays. Sauf que ce sont les fonds du pays, ce sont les richesses du pays. Donc un agriculteur qui a réussi à gagner de l'argent parce qu'il a planté des choses, il a gagné cet argent, il va le dépenser dans sa facture Internet. L'argent va repartir vers l'Occident. Il va le dépenser dans sa facture de téléphone portable. L'argent va repartir en Occident. Il va le dépenser dans l'essence de ses machines, de son tracteur et autres. L'argent va en Occident. Donc au lieu que l'argent reste dans le pays pour que le pays s'enrichisse et soit en mesure de construire des universités, des écoles pour que ces cerveaux puissent être formés sur place, rester sur place, au lieu que le gouvernement garde les capitaux pour pouvoir investir auprès des entrepreneurs, auprès des agriculteurs pour qu'ils puissent se développer, s'agrandir, pouvoir embaucher, eh bien le gouvernement n'a jamais d'argent, la population n'a jamais d'argent. Forcément, l'argent qui est créé sur place part. Donc voilà un peu les conséquences que représente le fait que des personnes blanches viennent tout le temps secourir, interférer dans les affaires des Africains. Alors maintenant qu'on a fait un petit tour des conséquences sur les personnes blanches, des conséquences sur les Africains, l'issue de tout ça, est-ce qu'il y en a une? Et si oui, où est-elle? Comment peut-on faire pour se sortir de ce cycle infernal? Alors, je n'ai pas la science infuse, donc je ne vais pas arriver avec des solutions clés en main. Par contre, je peux proposer des pistes parce que j'ai réfléchi au sujet. Chacun est libre de réfléchir à ces pistes ou de les ignorer. Encore une fois, cette vidéo n'est pas faite pour créer des combats dans les commentaires, pour créer des insultes. Cette vidéo est faite pour que l'on progresse tous ensemble, pour qu'on soit tous efficaces les uns avec les autres et qu'on arrête de se faire du tort même inconsciemment. Alors selon moi, pour en finir avec ce syndrome du sauveur blanc, la première étape, comme pour tout syndrome, comme pour toute pathologie, c'est la prise de conscience. C'est le fait de réaliser, et pour ça il faut beaucoup d'humilité, il faut beaucoup de discernement, il faut une prise de recul. C'est le fait de réaliser que oui, effectivement, jusqu'à présent, on avait des comportements où on ne s'était pas aperçu, mais on se plaçait quand même au-dessus des autres. On était paternaliste. On regardait l'autre avec un regard bienveillant en pensant qu'on était en position de pouvoir lui dire ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. C'est très difficile en fait, je pense, de se rendre compte de ça
parce que c'est inséré tellement profondément que, hormis quelqu'un d'extérieur, et quand je dis quelqu'un d'extérieur, c'est pas à soi-même, c'est extérieur carrément à sa communauté, hormis quelqu'un d'extérieur à sa communauté qui pointe des symptômes de ce syndrome, ce sera très difficile pour une personne de reconnaître toute seule qu'elle a le syndrome du sauveur blanc. Donc devenir conscient qu'on agit en parent sur d'autres communautés, qu'on ne respecte pas du tout ou pas suffisamment la diversité qui existe, qu'on possède à l'intérieur de notre esprit des clichés, des a priori, des raccourcis, et qu'on considère certains peuples ou certains individus comme étant dans une position de faiblesse ou d'échec ou d'infériorité ou d'incapacité. Une fois que la prise de conscience a été faite, le plus dur est fait. C'est-à-dire que le reste de la déconstruction, il va s'agir de désapprendre pour apprendre. Comment désapprendre? En se renseignant. C'est de cette façon qu'on va quitter les conceptions erronées qu'on a pour rejoindre la réalité. Et comment est-ce qu'on peut s'informer? Il y a des livres qui traitent de la décolonisation. Il y a des pages Instagram qui traitent de la décolonisation. Il y a Décolonisons-nous, il y a Décolonial Voyage. J'oublie les autres, je les ai pas en tête là tout de suite, mais je vais vous faire une petite liste de pages Instagram que vous pouvez commencer à suivre pour déjà essayer de déceler dans des comportements qui seront exposés dans ces pages-là, pour essayer de déceler si vous, certains de vos comportements correspondent. Et ensuite, ces pages accompagnent dans une meilleure façon de gérer les relations avec les autres communautés. Pour cette étape de déconstruction, il faut avoir la qualité de savoir se remettre en question. Il faut avoir la volonté de progresser. Donc ça, c'est la deuxième étape. Désapprendre pour réapprendre, et ça on le fait en s'informant et en faisant un gros travail d'introspection pour abandonner certaines pensées, abandonner certains comportements. Ça peut être très long parce que quand on a vécu toute une vie, 20 ans, 25 ans, 30 ans ou plus avec certains comportements inconscients, ça va être très long de les défaire. Cependant, ça reste possible. Maintenant, le syndrome du sauveur blanc, il vient quand même d'une bonne intention, qui est l'intention d'aider les autres. Donc, ce n'est pas parce que la personne aura désappris pour réapprendre qu'elle ne souhaitera plus aider les autres. Donc, les personnes blanches peuvent aider les autres. Comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, il faut commencer par le plus proche de chez soi. C'est là où on peut être le plus efficace. Concernant l'aide aux pays africains, le secours le plus efficace, le plus utile, ce sera de vous en prendre directement aux instances qui provoquent tous les problèmes actuels que connaît l'Afrique. C'est-à-dire que le manque de moyens des pays africains vient du fait que ces ressources sont achetées à des prix dérisoires et non au prix du marché et non au prix de leur valeur. Ça vient du fait que certaines monnaies africaines sont délibérément sabotées par certains gouvernements et ça permet d'enrichir certains gouvernements pendant que ça appauvrit les pays africains. Certains problèmes viennent du fait que des guerres sont orchestrées par les pays occidentaux pour continuer à avoir la main mise sur les ressources du pays. Sur les 55 pays africains, aucun ne possède d'usine d'armes. Aucun ne possède d'usine de chars d'assaut. Tout ça vient de l'extérieur. Donc, il faut vraiment vous intéresser aux racines des problèmes et ce sont ces racines qu'il faut viser. Parce que quand vous aurez éliminé la racine du problème qui vient de chez vous, eh bien je peux vous garantir qu'en bout de chaîne, les problèmes vont disparaître très rapidement. Il n'y aura plus jamais besoin de sacs de riz qui vient de l'extérieur. Il n'y aura plus jamais besoin de venir construire un puits. C'est simple, les personnes blanches qui me regardent et qui ne sont pas au courant, renseignez-vous sur les pays africains qui ont pris leurs indépendances dans les années 60. La plupart ont réussi leur prise d'indépendance. C'est-à-dire que l'agriculture s'est développée de façon exponentielle. Des écoles ont poussé de partout, des hôpitaux ont poussé, des routes ont été construites. Tout ça dans les premières années, avec les ressources du pays, avec les capitaux du pays. Sauf que tout ce travail-là a été dynamité depuis l'extérieur par les pays colons. Donc voilà ma recommandation ultime. Si vous êtes une personne blanche et que vous souhaitez aider les pays africains, les peuples africains, retournez-vous vers vos gouvernements, vers vos grandes firmes, vers vos milliardaires. C'est eux la source du problème. Si on coupe la source, il n'y a plus de problème. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sera comprise. J'espère qu'elle sera utile.
Et j'espère que dans la section commentaires, on pourra réfléchir ensemble en bonne intelligence. L'heure n'est plus à pointer des torts, à avoir des rancunes, à ressasser des responsabilités. L'heure est à trouver des solutions rapides. Et à chaque fois que des solutions ont été trouvées pour des progrès qui concernent les humains, ça a toujours été en rassemblant nos forces, en rassemblant nos efforts, en rassemblant nos réflexions. Sur ce, je vous rappelle qu'il est très important de participer à mon PayPal. Donc vraiment, merci à toutes les personnes qui comprennent ça et qui le font. J'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.